Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures, à la une de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, un mois dédié à la solidarité et au partage. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'ONU note une fragile accalmie dans les régions des Grands Lacs. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguelé, à l'avènement de la Eid al-Fitr, a exprimé ses voeux des meilleures santé, des progrès et des prospérités à l'ensemble des Djiboutiens et des Djiboutiennes et à tous ceux qui nous ont fait l'honneur de vivre parmi nous. Je souhaite que nos compatriotes engrangent un grand nombre les dividendes de l'Aïd, notamment des communions, de solidarité, de fraternité, propices à notre unité et vivre ensemble, a déclaré le chef de l'État. Je forme l'espoir également que le mois béni du Ramadan qui vient de finir et ses vertus moralisatrices dans l'endurance, le dépassement de soi et la résilience aient raffermi l'aptitude collective de notre société à davantage appréhender les défis liés à son développement, a-t-il indiqué. Nous sommes fiers que les mesures entérinées dans ces proches passés aient évité à notre pays les effrats autrement dommageables des crises à répétition qui ont marqué le monde ces dernières années. C'est ensuite réjoui le président Guélé. Nous devons ce sort avant tout à la grâce de Dieu, a-t-il noté. Et sans doute aussi à la culture établie chez nous, nous en période de grandes difficultés, à la période priorité et consentie à la protection des composantes des plus modestes, a-t-il souligné. Cela dit, le résultat positif enregistré sur le front des crises exogènes n'a pas de nature à refroidir notre détermination à poursuivre les efforts visant à connecter définitivement notre pays à l'essor durable, a-t-il affirmé. Durant la perspective nouvelle où notre pays est plus que jamais déterminé à compter sur lui-même et sur ses propres dispositions, il n'y a rien mieux que diriger la maîtrise des dépenses au rang de priorité publique principale, a-t-il fait observer. Cette réforme centrale sera menée de paix avec un processus de plus grande diversification de nos ressources de revenus, a-t-il relevé. Dans sa foulée, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguelé, a cité aussi le secteur privé et l'implication de notre diaspora au titre des leviers économiques, a appelé à se jouer à des rôles plus fournis dans la réalisation de notre développement. Le chef de l'État a clos ce souhait à la nation en retirant sa foi en la capacité de notre société à accéder au développement durable et à poser une fin continue de non-recevoir aux discours contre-productifs à notre unité et à cohésion. Quant à nos relations avec les pays de la région, il s'en faudra de plus que des commentaires fallacieux et des mauvaises foi relayés ici ou là pour nous faire déroger à notre principe de culture et cultive avec eux des liens fructueux d'échange et de coopération réfractaires à toute forme d'intrusion dans leurs affaires intérieures, a-t-il soutenu avant de renouveler ses meilleurs vœux à tous nos compatriotes. C'était le vœu du chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguelé, à l'avènement de la Eid al-Fitr. Et le ministre de l'Intérieur informe qu'à l'occasion de la Eid al-Fitr, les journées du vendredi 21 et du samedi 22 avril 2023 seront chômées, fériées et payées. Eh bien, à l'occasion du mois béni du Ramadan et en prévision de la Eid al-Fitr, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguelé, a signé un décret qui accorde une remise de peine de 4 mois de 192 détenus plutôt. Ces 194 détenus condamnés à des peines d'emprisonnement ferme qui ont purgé leur peine dans un établissement carcéral ont été libérés aujourd'hui de la prison. Ces 58 autres prisonniers condamnés à des peines d'incarcération vont quant au bénéficier d'une réduction de peine de 4 mois cette année, signalant que tous les ressortissants étrangers en situation irrégulière dans notre pays et qui bénéficient de cette clémence présidentielle feront l'objet d'une expulsion vers leur pays d'origine. En effet, il s'agit d'une mesure d'indulgence présidentielle qui concerne uniquement des détenus condamnés par une décision définitive et purgent leur peine dans un établissement carcéral de la République de Djibouti. Selon le décret signé par le chef de l'État, les bénéficiaires de cette mesure concernent des détenus condamnés pour des délits de détention illégale, d'armes à feu, d'atteinte à la sûreté de l'État, d'agression sexuelle et de viol, de drogue, d'homicide volontaire, coups et blessures ayant entraîné la mort du terrorisme. Rappelons enfin que le droit de grâce est un pouvoir régalien qui appartient exclusivement au président de la République.
Autre actualité nationale, dans notre commentaire d'aujourd'hui, le groupe Salam est la société d'investissement qui connaît la croissance la plus rapide en Afrique, consolidant sa position comme l'une des sociétés d'investissement les plus appréciées dans la région et s'engage continuellement dans les entreprises dans de nombreux autres pays. À Djibouti, son expansion s'est fait sentir dans le secteur bancaire, l'immobilier ou les entreprises des productions. Dans notre équipe du magazine nous a préparé un reportage qui va nous détailler l'évolution du groupe Salam à Djibouti. Le groupe Salam a consenti jusqu'à aujourd'hui près de 140 milliards de nos francs dans plusieurs projets. Mais le plus grand projet d'investissement restera sans nul doute l'extraordinaire projet immobilier intitulé Salam City, un projet de développement urbain de Salam Real Estate, une première à Djibouti. Il s'agit d'un ambitieux projet de construction de 7496 logements dans la zone des Nagad sur une superficie allouée de 242 hectares pour une période de 7 ans. Dans un contexte de déficit en logement où le gouvernement multiplie les initiatives pour relancer les secteurs de l'aménagement et de la construction en favorisant l'accession à la propriété des ménages à revenus faibles ou intermédiaires, divers projets ont été déjà réalisés dans ce sens. Les projets des Salam City, issus donc du secteur privé, tombent à point nommé pour appuyer les autorités dans leurs efforts pour venir à bout au manque de logements. Salam African Bank va investir près de 85 milliards de nos francs pour concrétiser ce projet. Une volonté de cette institution qui a une longue expérience dans le secteur immobilier qui s'aligne sans conteste avec la détermination du président de la République qui multiplie les stratégies visant à renforcer l'accès à un logement abordable à tous les Djiboutiens. C'est tout l'esprit des Salam City, dont l'architecture sera innovante, un environnement qui prenne en compte les conditions de notre climat et des matériaux de construction qui résistent aux caprices du temps. Alors, que représente Salam City? De quel type de logement s'agit-il? Les éclaircissements avec le directeur général de Salam African Bank. Ce projet n'est pas un projet de simple logement. Ce que nous construirons, c'est une ville, une nouvelle ville. Nous ne voulons qu'elle soit comme une cité, mais une ville moderne qui dispose de toutes les infrastructures et équipements, qu'il s'agisse des infrastructures commerciales, enseignement, aires de repos ou de jeux pour les enfants, un site où la communauté se rencontre, etc. C'est inclusif, tout doit y être, en tout cas, tout ce qui est essentiel pour les habitants. Les gens n'ont pas la même capacité financière et c'était important pour nous de prendre en compte cet aspect et faire en sorte que ces projets répondent à tous les budgets. Nous accordons la plus grande importance aux ménages à faible revenu et à revenus intermédiaires. Ils sont prioritaires pour nous. Les maisons que nous construirons vont de type F2 à F4. Il y aura également des duplex et des appartements. Tout le monde y trouvera son compte selon ses moyens. Il fallait qu'on mette en avant l'aspect humain et accorder des facilités dans la procédure d'acquisition. C'est pourquoi la particularité de ce projet, c'est qu'habituellement, nous proposions des financements sur 7 ans, mais cette fois, nous avons abandonné cette pratique et prolongé ce délai à 15 ans. Nous avons également fait de grands efforts pour réduire les coûts et mettre à disposition des Djiboutiens des logements abordables. Avec ces gigantesques projets, Salam Group cherche à révolutionner l'accès au logement. D'abord par des prix abordables, ensuite en mettant en place tous les équipements nécessaires pour rendre la vie plus facile aux futurs habitants de Salam City et enfin en faisant de l'inclusion sociale le socle de ce qui ressemble aujourd'hui plus à une nouvelle ville qu'un grand quartier. Un tel projet a nécessité des préparations très poussées en amont. Ses impacts sur l'aménagement urbain seraient conséquents. Il a fallu tout paramétrer pour accueillir ces vastes projets au niveau du ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Ce projet est réalisé dans une zone qui a été d'abord identifiée dans les schémas directeurs que vous voyez ici. Et justement, la zone, elle est là. C'est une zone qui est identifiée dans cette... c'est une zone justement qui a été identifiée dans le cadre des schémas directeurs, lequel schéma directeur a été suivi par ce qu'on appelle les plans d'aménagement urbain,
À ce moment-là, c'est des plans opérationnels qui descendent à une échelle beaucoup plus opérationnelle. Les 242 hectares qui sont destinés à l'accueil du projet de Salam Bank étaient prévus dans le cadre de ce plan d'aménagement urbain. En fait, en résumé, c'est pour vous dire, c'est un projet qui s'intègre dans le cadre non seulement des schémas directeurs, mais aussi dans les plans d'aménagement urbain de la zone de Nagad. En quoi ça constitue justement un projet d'envergure? C'est un projet d'envergure déjà de par sa superficie qu'il va couvrir. 242 hectares, c'est un projet vraiment, vraiment important. Mais aussi par le nombre de logements qui y sont prévus, exactement 7496. Mais au-delà du nombre de logements qui seront construits dans ce projet, dans le cadre de ce projet, il y aura des retombées économiques et des retombées sociales, mais aussi en matière de développement urbain, ça permettra justement de transformer le visage et la ville et notre capitale. Les retombées seront donc détaillées. D'abord sur le plan de l'emploi. Pour construire 7496 logements et les infrastructures qui vont avec, il faut de la main-d'œuvre, beaucoup de main-d'œuvre. Selon les prévisions de Salam Real Estate, il ne seront pas moins de 2000 employés par jour s'il faut construire à temps et aux normes, une prévision partagée par le ministère du Travail. Ces projets vont créer aux alentours 2000 emplois quotidiens. Et comme vous le savez, dans le secteur de construction, il y a toute une chaîne. Il y a plusieurs métiers, que ce soit commence de l'ingénieur jusqu'au coulis. Donc, il y a des spécialités comme les plombiers, l'électricien, les maçons, les charpentiers. Il y a tous ces métiers qui vont être utilisés. Il y a aussi d'autres secteurs qui vont être touchés parce que ça va être confié aux entreprises locales pour la réalisation de ce logement. Ce qui va impacter l'économie aussi, les entreprises du secteur du bâtiment qui vont réaliser ces projets. Il y aura aussi une création d'emplois indirects, car aux alentours des chantiers, tous ces hommes qui vont travailler sur le chantier, ils vont avoir besoin de la nourriture, des boissons, de l'eau pour se rafraîchir. Et il y a tout ça qui va accompagner les chantiers. Donc, c'est les emplois indirects. Nous le disions au début du reportage, Salam African Bank a investi à ce jour près de 140 milliards de nos francs. Salam City va nécessiter à elle seule environ 85 milliards de francs Djibouti. Autrement dit, plus de la moitié de tous les investissements jusqu'à aujourd'hui. Plus qu'un simple projet de logement, le chantier va avoir des retombées significatives pour l'économie nationale. Pour le directeur de l'AMPI, le secteur du bâtiment va tirer de l'avant la croissance économique, attirer d'autres investisseurs et contribuer au développement du pays. Comme on le dit en général, quand le BTP va, toute l'économie va. C'est l'épine dorsale de l'économie, les BTP, les bâtiments et les travaux publics. Et en ce sens, ce projet d'envergure de Salam Group va donc entraîner l'économie nationale et les placer encore plus sur un sentier positif. C'est une initiative d'envergure et qui va impacter mais conséquemment l'économie nationale et les paysages même du travail. Toujours, le groupe Salam Bank, leurs projets d'investissement, c'est des projets d'investissement intégrés qui prennent en considération toutes les composantes répondant à la vie, aux exigences de la vie basique. Salam City aussi, en termes de real estate immobilier, nous a déjà soumis un projet d'hôtel de classe internationale 5 étoiles. Et dans la maquette, je pense, est en finalisation. Pour Salam African Bank, l'objectif est double. L'impérieuse nécessité de faciliter l'accès à la propriété pour épargner les Djiboutiens de la lourdeur des coûts d'acquisition. Et ensuite, c'est d'ailleurs le slogan officiel, bâtir une économie prospère et durable avec Salam City. Eh bien, autre actualité dans ce 22h, c'est aussi à l'approche de la Eid el-Fitr. Le parti politique RPP a organisé une cérémonie pour la distribution des vêtements pour les enfants. L'événement a eu lieu dans différents annexes de la commune de Boulaous, notamment carte 2, carte 3, carte 4, carte 6 et Ambouli. La délégation du RPP était dirigée par des membres importants du parti et comprenait des personnalités de haut rang, tels que le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, le ministre de l'Enseignement supérieur, Nabil Mohamed Ahmed, la ministre
des Affaires sociales, Mme Houloufa Ismaël Abdou, ainsi que des différents membres du Parlement, tels que l'honorable Safia El Moujibril, Oumou Mohamed Hamid, Ali Chadili et bien d'autres. L'événement visait à se connecter avec la communauté et à démontrer l'engagement du parti envers la population. La distribution des vêtements pour les enfants lors de la Eid est une tradition ancienne et un événement très attendu par les enfants de tout le pays. Le RPP a travaillé sans relâche pour assurer que les enfants puissent profiter de ce jour spécial et recevoir des nouveaux vêtements. La présence des personnalités de rang à l'événement souligne l'importance de l'engagement communautaire, mettant en évidence le rôle que les partis politiques peuvent jouer dans le soutien de la communauté. L'événement a été un grand succès et a démontré l'engagement du RPP à défendre les intérêts des Djiboutiens. Eh bien, ces opérations de distribution des habits pour la Eid el-Fitr offertes par le RPP en faveur des enfants orphelins ou issus des familles en situation de précarité se sont déroulées aussi dans la commune de Balbala. Eh bien, une forte délégation conduite par le vice-président du parti, Abdelkader Mohamed, ont procédé à des opérations de distribution des vêtements de la Eid el-Fitr. D'abord, les opérations de distribution des habits se sont déroulées au siège de l'annexe RPP de Cheikh Ousmane, par lesquels plus de dizaines des enfants orphelins, ressortissants ou des ménages à faible revenu ont reçu des habits de la Eid de la main plutôt des officiels. Puis la même délégation s'est rendue au RPP de T3 pour procéder à la distribution de ces vêtements. À cette occasion, le chef de file de la délégation, M. Mohamed Sougué-Barrey, et les membres de la délégation ont remis des habits neufs de la Eid aux enfants orphelins ou issus des familles à faible revenu avant de laisser le reste à la direction de l'annexe. Toujours dans la commune de Balbala, une autre délégation du parti RPP, conduite par le Premier ministre, ont procédé à la distribution des habits à Wahdaba et Hayablei. Ainsi, le vice-président du parti, M. Abdelkader Mohamed, et Premier ministre, et les comités exécutifs accompagnés des parlementaires sont succédés pour donner les habits de la Eid aux enfants orphelins ou issus des familles en situation de précarité. Pour finir, la délégation du Premier ministre s'est rendue au siège de l'annexe RPP de Hayablei pour la distribution des habits neufs aux orphelins et aux enfants issus des familles les plus démunies de ces grands quartiers de Balbala. Quelques trentaines d'enfants ont eu l'honneur de recevoir des habits de la Eid el-Fitr à la main du Premier ministre, le ministre de la Femme et de la Famille et les membres du bureau exécutif ou politique de la partie. Il est à noter aussi, il est à rappeler que les opérations de dons de vêtements au profit des enfants orphelins ou issus des familles faibles revenus se poursuivent dans toutes les annexes des RPP dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. C'est avec le cœur rempli de joie que les enfants bénéficieront des dons de vêtements en réceptionnant des habits de la Eid el-Fitr parrainés chaque année par la formation au pouvoir. Eh bien, c'est devenu un grand classique à Djibouti. Dès que la fête de l'Eid el-Fitr, qui marque la fin du mois sacré du Ramadan, pointe son nez, la fièvre acheteuse s'empare de toute Djibouti. Comme un seul homme, adepte des dernières heures, les Djiboutiens font toujours leur rachat à la dernière semaine du Ramadan et ceci rend toujours plus beau cette course folle aux achats de toutes choses. En effet, la fête de l'Eid el-Fitr qui vient mettre un terme à 30 jours de jeûne du lever jusqu'au coucher du soleil. Une mobilisation dans chaque foyer et surtout un rendez-vous incontournable pour chaque enfant. La fièvre acheteuse s'empare d'un bon nombre d'habitants Djibouti-Ville pour cause des femmes, des hommes de différents bas âges et classes âge avaient pris d'assaut les centres-villes et les centres de la capitale. Une pareille inhabituelle qui régnait ont assisté à un bourrade de klaxons d'automobilistes qui se disputaient le bitume vers les piétons, d'ambulants, une éthiopée de vêtements et d'autres en plein quartier commercial. Le scène fait partie du décor de l'approche de l'Eid el-Fitr et des cohortes des mères entourées de leur progéniture s'est livré au jeu de marchandage avec les vendeurs des magasins ayant pignon sur rue. Peu importe les raisons, les Djiboutiens s'en foutent des fêtes de l'Eid el-Fitr. Ils le font savoir en dépensant une bonne partie de leur économie pour célébrer cette fête, pas comme les autres,
D'un côté, les commerçants s'enrichissaient les tarifs et de l'autre, l'article vestimentaire. De l'autre, les mamans ne sont là, c'est pas contre. Ils ont déjà une idée à valeur marchande réelle des habits neufs qu'elles veulent acquérir au grand bonheur de leurs chers petits enfants. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi à l'occasion du 12e anniversaire de leur installation à Djibouti, la société du groupe Naël a organisé hier soir au Boadi Mall un festival musical dénommé Naël Fest 2023. À cette occasion, le groupe Naël a invité des stars du cinéma indien comme le groupe J5, Mohamed Tarak, chanteur international de plusieurs groupes issus du cinéma Bollywood. La société Naël est installée dans la République de Djibouti depuis 12 ans. Une décennie après, Naël est devenu un acteur incontournable dans le processus de développement du pays. Rappelant fidèle au projet politique du président de la République, son Excellence Ismaël Guelleh, qui était de faire de Djibouti un pays développé. L'entreprise Naël a su connecter l'architecture et serment sur son chemin des beaux succès qui ne font que par secret pour tout le monde. Aujourd'hui, les travaux de la société Naël résonnent bien au-delà du changement des visages que connaît Djibouti pour toucher la société dans son ensemble. Ainsi, plusieurs autres personnalités des membres du gouvernement ont été aussi honorées par des prix. Le premier prix a été attribué au président de la République, M. Ismaël Guelleh, pour son leadership dans la Corne d'Afrique. C'est le directeur de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khairé, qui a réceptionné au nom du président de la République. Le deuxième prix a été attribué au Premier ministre, M. Abdelrahman Mohamed, réceptionné par le procureur général de la République, Jamal Suleiman Ali. Et le troisième prix a été attribué au PDG du groupe Naël, Hamel Ben Naël Rachid Asif Al-Shamis. Ainsi, plusieurs autres prix, personnalités et membres du gouvernement ont été aussi honorés par des prix. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi les différentes compétitions football, pétanque, volleyball ou basketball prévues durant les mois bénis du Ramadan organisées par le ministère de la Jeunesse et de la Culture en collaboration avec les mouvements associatifs ont pris fin dans la ville de Aska. L'événement a vu la participation des hautes autorités, à savoir les honorables députés de la région d'Assedjouk, Benidjouk, du président du conseil régional et de la sous-directrice régionale du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Notons aussi la présence des centaines de supporters en provenance en majorité de cette couche de la jeunesse d'Aska. Les joueurs des équipes finalistes ont démontré leur savoir technique, tactique dans les différentes disciplines. En fin de compte, le match s'est terminé par la remise des médailles et des trophées organisés par la direction des CDC d'Ali Sévier. Les responsables et autres personnalités se sont exprimés à tour de rôle. Ces derniers ont remercié le département de la jeunesse et de la culture. Également, ils ont rendu hommage à la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibou Boumina Assoué, pour ses actions en faveur de la jeunesse de Assedjouk. Social à présent, où dans le cadre de l'approche à Eid el-Fitr, les membres du parti RPP de la région de Dikil ont procédé à la distribution des habits neufs aux enfants issus des milieux modestes. Direction la ville d'Obok, où je vous le disais, la sous-direction de la journal du CDC d'Obok a organisé la clôture du final du tournoi de Ramadan. Ainsi, c'est dans un stade archi-comblé que le préfet adjoint, M. Ali Maki, a donné le coup d'envoi explosif de cette finale, tant attendue par les fans durant le mois béni du Ramadan. Eh bien, c'est dans la continuité des habitants de Hayou afflués dans les coins de la ville pour assister à des joutes sportives. Les deux rencontres pour les catégories minimes et cadets ont été un spectacle de football aussi passionnant, une telle intensité où la motivation de fair play était au rendez-vous. L'exubérance des gestes, de la qualité individuelle ainsi que le beau jeu collectif suscitait un standing ovation qui embranlait la grande tribune de plateforme. Les derniers matchs du tournoi ont pris fin par la remise des médailles, des trophées et par l'iftar collectif organisé par la sous-direction régionale du ministère de la Jeunesse et de la Culture au sein des CDC d'Obok.
Direction Tadjoura, où aussi la sous-direction du ministère de la Jeunesse et de la Culture de Tadjoura a procédé à la clôture de la finale du tournoi de Ramadan. Ainsi, c'est dans la continuité que les habitants de la ville blanche affluent dans tous les coins de la ville pour assister à des joutes sportifs. Les deux rencontres pour les catégories minimes et cadets ont été un spectacle de football aussi passionnant. Une telle intensité ou motivation de fair play était au rendez-vous. L'exubérance des gestes, des qualités individuelles aussi beaux que le jeu collectif suscitait un standing ovation qui a ébranlé la gradine tribune de plateforme. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, qui a présidé hier au ministère de la décentralisation la clôture d'une session de formation en suivi d'évaluation destinée au cadre technique de la décentralisation. Cette formation de haut niveau qui a duré 4 jours est financée par le programme ADIL dispensé par Expert International. Pendant 4 jours, ces derniers ont bénéficié des méthodes et outils de suivi d'évaluation des projets de développement. L'objectif visé étant de poser au ministère les bases d'une cellule de suivi d'évaluation, cellule dispositaire d'une base de données. Cette formation de haut niveau a été financée par le programme ADIL dispensé par un expert. Et pendant ces 4 jours, les méthodes, outils et de suivi d'évaluation des projets de développement, l'objectif visant étant de poser au ministère les bases d'une cellule suivi d'évaluation, cellule dispositaire d'une base de données des activités du ministère sectoriel, collectivités territoriales et des partenaires au développement sur l'ensemble du territoire national. Le ministre a souligné que cette formation répond facilement aux agendas et objectifs nationaux et internationaux à court et à long terme. À la fin de la cérémonie, les cadres techniques du ministère ont bénéficié de cette formation, ont eu des certificats. On s'est beaucoup appuyé également sur la feuille de route 2021-2025, qui a été un outil illustratif et surtout d'exemple pour non seulement faire des outils, remplir les outils, mais également discuter. Nous avons surtout également essayé de nous familiariser ensemble avec les concepts, mais aussi voir dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques ce qu'ils doivent avoir comme bagage, comme outil, et surtout aussi savoir par rapport au monde environnemental actuellement, qu'est-ce qui se passe dans le milieu de l'évaluation. Ça évolue vite et ce serait important également que pour les politiques publiques au niveau de Djibouti, que le ministère de la décentralisation puisse, avec ses équipes, avoir une cellule chargée du suivi et évaluation, de mettre en place un système de suivi et évaluation et surtout également de pouvoir, en partenariat avec toutes les entités, procéder au suivi mais aussi à l'évaluation des projets et programmes et notamment tous ceux qui sont des projets de politique publique. Direction le sud, où dans le cadre de l'approche à Eid el-Fitr, les membres du parti RPP de la région du Kila ont procédé à la distribution des habits neufs aux enfants issus des milieux modestes. L'opération de distribution s'est déroulée au sein du siège de l'annexe RPP de la ville de Dikil, en présence du préfet du conseil régional de Dikil, M. Mahad Hussein, du vice-président Ibrahim Gourou et des élus locaux, ainsi que les membres des familles des enfants bénéficiaires. Au total, plus de 400 enfants orphelins ou issus des familles les plus démunies ont bénéficié de cette année de cette noble initiative dont le but est de permettre à ces enfants de vivre en joie la fête de l'Eid el-Fitr à même titre que les autres enfants. La cérémonie s'est clôturée par la distribution de ces habits neufs aux bénéficiaires. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi l'association Avenir et Espoir a célébré le lancement de la seconde phase de son projet Maison des métiers. La cérémonie a rassemblé une centaine d'invités, y compris des membres de l'association et des officiels issus d'horizons divers. Ces moments de convivialité a été l'occasion pour les membres de l'association, mais aussi pour l'assistance, de célébrer ensemble la fin du mois béni du Ramadan, tout en partageant les efforts de l'association en faveur des plus démunis de nos communautés. L'événement a débuté par un iftar pour rompre les jeûnes du mois béni du Ramadan. Ils sont suivis par un dîner au cours duquel les membres de l'APE et les nombreux invités ont pu échanger sur les nombreux projets passés, présents et futurs de l'ONG. Rappelons au passage que ces échanges ont principalement servi à remercier les partenaires et donateurs
de l'ONG pour leur soutien constant dans les actions communautaires humanitaires de l'APE. M. Abdillah Ahmed Sultan, plus communément appelé, a pour sa part remercié également l'APE pour le travail exemplaire qu'elle a fourni depuis sa création. Il a dans la foulée remercié le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, qui est l'un des membres fondateurs et président d'honneur de l'APE actuellement. Enfin, le président de l'association Avenir et Espoir, M. Abdelrahman Souleymane Hassan, a pris la parole pour remercier les participants d'avoir répondu présent à l'invitation de l'association. Il a également exprimé sa gratitude envers M. Moustapha Mohamed Mahmoud pour son soutien à la réussite de l'événement et son soutien continu aux différents projets de l'APE. Et en fin de mois de béni du Ramadan, le directeur de la sécurité publique de la police nationale, le colonel Omar Hassan, a effectué aujourd'hui une sortie médiatique pour expliquer les différentes opérations qui ont été entreprises par la police nationale. En effet, durant les 15 derniers jours du mois béni du Ramadan, tous les éléments de la police nationale ont été mobilisés pour lutter contre l'immigration clandestine, pour sécuriser les différents centres commerciaux qui voient un afflux massif des personnes, mais aussi pour veiller au respect du code de la route. Pour plus de précisions sur ces différentes opérations, écoutons le directeur de la sécurité publique, le colonel Omar Hassan. Les derniers jours du mois béni du Ramadan, la police nationale a mis en place un important dispositif de sécurité dans la capitale. Ce dispositif s'articule essentiellement autour de 3 axes principaux. Le premier axe concerne l'immigration clandestine. Nous sommes confrontés en cette période du Ramadan à un afflux massif de personnes provenant de nos pays limitrophes. Ces personnes sont composées en majorité de migrants dont certains veulent s'installer illégalement chez nous, alors que d'autres veulent se rendre dans la péninsule arabique. Nous avons aussi beaucoup de mendiants qui affluent vers notre pays durant cette période. Le deuxième point concerne la sécurité routière. En effet, nous avons assisté ces derniers temps à une augmentation des accidents de la circulation engendrés par le non-respect de certaines dispositions du Code de la route. Il y a une corrélation entre les accidents et le manque de respect de ces dispositions du Code de la route. Le troisième point concerne la sécurisation des centres commerciaux à forte influence. En cette période de fin du Ramadan, nos concitoyens se rendent massivement vers les secteurs commerciaux pour faire des achats en prévision de la fête de l'Aïd. Pour relever tous ces défis sécuritaires dont je viens de citer, la police nationale a mobilisé tous ses effectifs qui ont été mis à contribution 24 heures sur 24. En effet, nos différentes unités mènent des opérations de grande envergure pour couvrir la sécurité en cette période. Nous avons déjà accompli remarquablement des missions de prévention et de répression pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Par ailleurs, la police nationale a prévu un dispositif spécifique pour assurer la sécurité des personnes et des biens durant les festivités de l'Aïd. Et après ces festivités, nous allons poursuivre nos efforts pour assurer une meilleure sécurité. Je vous remercie. Eid Moubarak. Direction dans la région d'Arta, plus précisément à Demejouk, dans le cadre des programmes d'assistance sociale qui visent à améliorer les conditions de vie des familles pauvres, en particulier dans l'intérieur. L'Agence nationale pour les personnes ayant des besoins spéciaux a distribué hier des nouveaux vêtements
de l'Eid al-Fitr aux enfants de la famille pauvre dans la localité de Demirjouk. La cérémonie de distribution a eu lieu au centre de développement communautaire en présence de la représentante de l'agence, Mme Nim'a Mohamed Ahmed, du sous-préfet de Demirjouk, M. Abdou Chaïd Nour Youssouf, en outre directeur du centre de développement communautaire. De nombreux enfants issus des familles simples à faible revenu dans des zones rurales ont bénéficié de ce geste humanitaire. Et dans un discours à cette occasion, la représentante de l'Agence nationale pour les personnes handicapées a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux autorités locales pour l'accueil chaleureux et à fournir les installations nécessaires pour fournir cette assistance aux bénéficiaires. Pour sa part, le sous-préfet de la district Abdou Chaïd Nour Youssouf a salué les efforts de la NPH pour améliorer les conditions de vie des groupes vulnérables de la société. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'armée a déclaré dans un communiqué que la trêve avait commencé à 18 h, heure locale, à des fins humanitaires durant jusqu'au lendemain soir, selon l'autre autorité. Elle est partie adhérer par ces dispositions plus tôt dans la journée. Son adversaire, les forces de soutien rapide, avait déclaré qu'il respectait une trêve de 24 heures à compter de la soirée. Une pause similaire mardi soir s'est effondrée presque immédiatement. Il n'était pas clair si la nouvelle tentative tiendrait. Les habitants de Omdurman, la ville adjacente de la capitale de Khartoum, ont déclaré avoir encore entendu des coups de feu sporadiques et des explosions après l'entrée en vigueur de la trêve annoncée. Le ciel au-dessus du quartier d'Al-Tarif, situé près de l'aéroport international de Khartoum, porte encore les stigmates des violents affrontements qui secouent la capitale soudanaise. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Bon week-end à vous et bonne fête.